Le lien rare mais bien réel entre les gestes médicaux ultra courants comme une prise de sang ou la pose d'un cathéter et le développement de ce fameux SDRC. C'est une complication sérieuse et son impact sur la vie notamment des femmes ou même des hommes peut être énorme. Alors, comment un geste aussi simple peut-il dans de rares cas déclencher une pathologie aussi invalidante? Et comment, ensemble, nous pouvons minimiser ce risque? Restez attentifs, c'est crucial. Alors, pourquoi une simple piqûre peut déclencher un SDRC? En fait, vous devez savoir certains mécanismes et ça, c'est important que vous les connaissiez pour que si un patient vient vous voir, et je pense qu'il y a de nombreux soignants qui ont eu des retours de la part de patients qui leur disaient, c'est bizarre, après votre prise de sang, j'ai énormément mal et j'ai encore mal au niveau du bras. J'en suis sûre que vous êtes nombreux par rapport à ça. Personnellement, je l'ai eu, comme d'autres soignants l'ont eu. Donc là, maintenant, je vais vous parler des différents mécanismes. Alors, comment ça se passe? En fait, pourquoi une ponction veineuse peut-elle mener au SDRC? La clé, c'est la réponse anormale de notre système nerveux à un événement déclencheur. Même si l'aiguille est très fine et que la technique de ponction est parfaite, il y a toujours un risque infime qu'elle irrite ou cause une microlésion à une petite structure nerveuse située juste à côté du site où l'on pique. Quand ce microtraumatisme nerveux arrive, même s'il est invisible à l'œil nu, il initie une cascade de réactions dans le corps. Et ce qui frappe en premier, ce qui est vraiment au cœur du SDRC, c'est l'apparition d'une douleur intense et disproportionnée par rapport à la simple piqûre. Donc voici les différents phénomènes qui s'enclenchent. Il y a la douleur intense et anormale. C'est le symptôme cardinal. La structure nerveuse irritée ou légèrement endommagée envoie des signaux de douleur amplifiés à notre cerveau. Cette douleur est souvent ressentie comme une brûlure, une décharge électrique ou une douleur déchirante. Elle est bien plus forte que ce qu'on attendrait pour une simple piqûre. Ça, il faut vraiment que vous le reteniez. Après, il y a aussi l'inflammation neurogène, c'est-à-dire que c'est une irritation en fait nerveuse qui provoque en fait une réaction inflammatoire locale. Les terminaisons nerveuses endommagées ou irritées libèrent les substances chimiques et spécifiques, appelées les neuropeptides pro-inflammatoires. Ces substances donc amplifient l'inflammation autour du nerf, créant donc un environnement douloureux et persistant, contribuant à maintenir et amplifier cette douleur. Il y a aussi un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome qui contrôle les fonctions involontaires de notre corps, comme la dilatation ou la constriction des vaisseaux sanguins, peut se dérégler. Donc cela, en fait, se manifeste par des symptômes visibles comme des changements de température cutanée. La peau peut être anormalement chaude ou froide. Je dis bien chaude ou froide parce que certains vont faire des phases chaudes puis vont tomber dans la phase froide, alors que d'autres patients, bien sûr, vont directement aller directement à la phase froide. Et ça aussi, c'est important aussi à savoir. Il y a d'autres, j'ai fait d'autres vidéos où j'explique un peu mieux. Des modifications aussi de couleur, rougeur intense, aspect bleuté, marbré et des œdèmes, gonflements dans la zone touchée. Ces signes sont le reflet d'une mauvaise régulation des vaisseaux sanguins par le système nerveux, souvent en réponse à la douleur. Il y a aussi une sensibilisation centrale et périphérique. Le système nerveux devient hypersensible, non seulement au niveau local, périphérique, mais aussi au niveau du cerveau et de la moelle épinière centrale. Concrètement, cela signifie que des stimuli qui ne devraient absolument pas être douloureux, comme un simple effleurement, un courant d'air ou le contact d'un vêtement, peuvent provoquer une douleur intense et insupportable. On parle alors d'allodynie. De plus, il y a aussi les stimuli déjà douloureux sont amplifiés de manière démesurée. C'est l'hyperalgésie. Le cerveau interprète ces signaux de façon erronée, créant une douleur persistante, disproportionnée et souvent, malheureusement, difficile à soulager. En résumé, en fait, une agression mécanique minime sur une structure nerveuse déclenche une réponse aberrante et auto-entretenue du système nerveux,
avec la douleur omniprésente et invalidante comme premier principal symptôme. Il faut savoir, la première des choses, et là je m'adresse aussi bien aux patients qu'aux soignants, poser la question, avez-vous déjà eu un SDRC ou une algodystrophie? Le patient, dites-le, parce que ça peut aider les soignants aussi à dire, oula, on va faire plus attention et on évite de titiller. Je vois quand j'étais infirmière, que je m'occupais des élèves, on arrête de titiller, surtout au niveau du pli du coude, hein. C'est là où vous pouvez déclencher plus facilement le SDRC, hein. Quand vous titillez pour chercher cette fameuse veine, n'oubliez pas que vous avez le nerf, hein. Vous avez un gros nerf là à ce niveau-là. Donc évitez de titiller. Vous essayez une fois, deux fois à la limite, et allez chercher une collègue. Mais avant de vouloir pliquer tout de suite dans le pli du coude, surtout pour les cathéters, il y a d'autres endroits comme la main, un peu plus haut que la main et tout. Donc faites très attention. Si vous avez un patient qui vous dit j'ai déjà eu un SDRC et tout, là, au niveau de votre cerveau, les soignants, ça doit vous déclencher une alerte. Parce que je dis pas qu'ils vont refaire automatiquement un SDRC, hein. C'est pas ça, hein. Mais si au cas où ce même patient revient vous voir en vous disant je comprends pas, j'ai énormément mal à mon bras et tout, là, ça doit faire tic dans votre petite tête, voilà, dans votre tête. Désolée pour la petite tête, c'était pas péjoratif et pas méchant. Donc, les femmes, en fait, sont-elles plus à risque? Mon vécu et les chiffres. En fait, c'est une question très pertinente et elle résonne particulièrement avec mon domaine d'expertise sur le SDRC chez les femmes. Les statistiques générales montrent en effet une incidence plus élevée du SDRC chez les femmes que chez les hommes, quel que soit l'événement déclencheur. Pour nous donner quelques chiffres, certaines études estiment que les femmes pourraient être 2 à 3 fois plus touchées par le SDRC que les hommes. Pour ce qui est du SDRC spécifiquement déclenché par une prise de sang ou un cathéter, les études sont encore en cours. Mais cette prédisposition générale chez les femmes suggère fortement que nous pourrions être un peu plus vulnérables à ce type de déclencheur. Alors pourquoi cette différence? Les chercheurs ne sont pas encore sûrs à 100%, mais ils explorent des pistes comme nos hormones, notre génétique ou encore la façon dont notre corps perçoit et gère la douleur. C'est un domaine où la recherche continue d'avancer et c'est un point central dans ma pratique. En fait, il faut savoir que déjà à la base, on ne sait pas pourquoi certains hommes ou femmes vont faire le SDRC et pourquoi d'autres ne le feront pas. Par exemple, pour la prise de sang, pourquoi certains vont déclencher le SDRC et d'autres, pas du tout. Ou alors après une entorse. Là, la recherche n'est encore pas capable de répondre les causes, de comprendre encore les causes réelles qui vont déclencher vraiment le SDRC. Pourquoi on le fait? Voilà, moi j'en ai eu 2. Pourquoi je les ai faits? Bon, on ne sait pas. Enfin, si, je sais que c'est après des blessures, mais je ne connais pas les causes réelles de la maladie. Pourquoi chez moi ça s'est déclenché et chez d'autres qui ont eu la même chose que moi, ils n'ont jamais rien eu. Le diagnostic est pris en charge précoce. Pourquoi chaque minute compte? En fait, là, je ne peux pas insister assez. La rapidité du diagnostic est absolument capitale. Si jamais vous ou un de vos patients signalez après une prise de sang ou la pose d'un cathéter une douleur intense et disproportionnée par rapport au geste, cette douleur qui persiste et s'aggrave dans le temps et qu'elle s'accompagne de signes objectifs comme un gonflement local, des changements de couleur ou de température de la peau, elle peut devenir rouge, violacée ou marbrée, hein, ou même des modifications des fanères, les ongles, les poils. Les ongles peuvent devenir striés, les poils peuvent pousser beaucoup plus ou alors perdre des poils, il y a les deux, hein, selon, voilà, chaque SDRC est différent, chaque personne est différente. Donc tout ça, ça doit vous alerter. Alors, une évaluation médicale d'urgence est impérative. Pourquoi c'est si important? Parce que plus on identifie le SDRC tôt, meilleures sont aussi les chances de succès du traitement. La prise en charge est généralement multimodale, c'est-à-dire qu'elle fait intervenir plusieurs approches et souvent une équipe interdisciplinaire. On parle de pharmacothérapie, avec des médicaments spécifiques pour la douleur neuropathique, de rééducation fonctionnelle, parce qu'il faut savoir que le SDRC bloque aussi les articulations. Donc, si votre patient a énormément mal après une prise de sang ou pose un cathéter au niveau du pli du coude, sachez que s'il déclenche un SDRC, le coude peut être bloqué. Donc, je ne vous dis pas, voilà, vous savez que le bras, on s'en sert énormément.
Donc, rééducation fonctionnelle, kinésithérapie, ergothérapie, parfois des techniques aussi interventionnelles, hein, comme des blocs nerveux, mais ça, c'est vraiment, voilà, quand on arrive dans le SDRC de type 2. Et un soutien psychologique pour aider à gérer l'impact de cette douleur chronique. Alors, soutien psychologique, je fais une aparté, je vous demande, les soignants, ne jamais dire à un patient, quel qu'il soit, mais alors surtout chez les SDRC, hein, que oui, j'ai oublié de vous dire que j'étais aussi présidente d'une association sur le SDRC. Donc j'ai eu énormément de retours voilà, des patients. Moi, j'ai pas vécu la même chose parce que j'avais ma casquette de soignante, donc on m'a un peu mieux respectée. Ne dites jamais à un patient, c'est dans votre tête. Ou alors, expliquez-lui. Expliquez-lui que bah, la douleur, c'est le cerveau qui commande et qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du système nerveux. Comme il y a un dysfonctionnement au niveau du système nerveux, ce dernier envoie plein de signaux au cerveau, le cerveau ne sait plus comment faire. Donc, bah, lui, il amplifie les douleurs. Donc, restez simple, expliquez un peu comme ça et tout, mais ne balancez pas cette fameuse phrase, c'est dans votre tête. Et expliquez du coup pourquoi un soutien psychologique est important. Ben, c'est aussi de savoir mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Expliquez, arrêtez cette phrase qui est assassine pour un patient, quel qu'il soit, hein. Dire à un patient, c'est dans votre tête, vous ne savez pas les dégâts que vous pouvez provoquer sur un patient. Donc l'objectif, c'est briser ce cycle de la douleur le plus vite possible pour éviter qu'il ne s'installe durablement. À savoir, arrêter de dire aussi que le SDRC va durer que 2 ans. C'est bon, quoi. On ne sait pas. Moi, j'ai toujours une phrase que je dis. On connaît le mariage avec le SDRC, mais on ne connaît pas la date du divorce. Oui, certains, au bout de quelques mois, ça disparaît. D'autres, 18 mois, 24 mois, ça disparaît. Mais chez certaines personnes, c'est 3 ans, 4 ans. Il y en a, ça fait plus de 20 ans qui vivent avec le SDRC. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des différentes phases dans le SDRC. Voilà, c'est pas le sujet du jour. La prévention, donc nos actions pour minimiser les risques au quotidien. Donc là, même si c'est rare, on peut faire des choses concrètes pour réduire ce risque. Alors pour nous soignants, bah, l'anamnèse est clé, hein, voilà. C'est prenez le temps bah, de demander aux patients s'ils ont des antécédents de douleurs chroniques, de neuropathie ou des réactions anormales aux piqûres. C'est une information précieuse, pardon, qui nous aide à adapter notre pratique. La technique. Observez une asepsie donc irréprochable. Choisissez le site de ponction le plus sûr en évitant les zones où l'on sait qu'il y a plus de nerfs. Et surtout, réalisez le geste avec une extrême douceur et précision. Pensez aussi à limiter les tentatives multiples. Si c'est difficile, il vaut mieux réévaluer ou demander de l'aide plutôt que de persister et potentiellement traumatiser une structure nerveuse. L'écoute et observation active, soyez attentif aux réactions de vos patients pendant et après la ponction. Toute douleur aiguë irradiante qui ressemble à une décharge électrique ou des paresthésies persistantes doit vous alerter immédiatement. Ces signes peuvent être le premier indice d'un SDRC. Informez clairement le patient, expliquez-leur les signes à surveiller et insistez sur l'importance de consulter sans délai s'ils apparaissent. Mieux vaut une consultation pour rien qu'un diagnostic tardif, surtout chez les SDRC. Nous, on n'a aucun médicament qui diminue nos douleurs, hein. Je vous le dis entre parenthèses, hein. Et je peux vous dire que ce sont des douleurs, elles sont costauds, hein. Surtout quand on arrive dans le SDRC de type 2. Et pour vous, donc, patient, et aussi pour nous-mêmes en tant que futurs patients, parlez à votre soignant. Si vous avez une historique de douleur, des inquiétudes, ou si vous êtes une femme et que vous savez que le SDRC est plus fréquent dans notre groupe, n'hésitez pas à en parler avant la procédure. C'est une information pertinente pour eux. Et, et surtout, si vous avez déjà eu un SDRC, parlez-en, c'est important. Ou si vous en avez un actuellement. Ça, les antécédents, c'est important de le dire. Faut pas avoir honte. Signalez toute douleur anormale. Si la douleur de la piqûre est inhabituelle, trop forte ou si elle ne s'améliore pas, ne restez pas avec ça. Dites-le immédiatement. Votre ressenti est crucial. Suivez aussi les conseils post-ponction, hein. Ne forcez pas trop sur le bras piqué tout de suite. Après, laissez-lui le temps aussi de se remettre.
Donc, le SDRC post-ponction est un sujet sérieux qui exige notre vigilance collective, une meilleure compréhension de ces mécanismes et l'application rigoureuse de ces stratégies préventives sont fondamentales pour assurer la sécurité et le bien-être de nos patients. En partageant cette information, vous contribuez à sensibiliser le plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions ou vos témoignages en commentaire. On peut tous apprendre les uns des autres. N'oubliez pas, merci d'avoir donc regardé d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou allez faire un tour sur mon site internet unis, du 6 pour du 6 évoluer, donc ER à la fin, .fr. Évoluer, ne mettez pas l'accent sur le E au départ. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bonne journée.